hier, l'éditeur Éco-Société annonçait une entente avec la compagnie minière Barrick Gold au sujet d'une poursuite qui avait été intentée après la publication du livre Noir Canada, un livre qui mettait en lumière les pratiques de plusieurs compagnies minières, notamment en Afrique, de pillage, de corruption, de criminalité, des abus donc de sociétés canadiennes à l'étranger. Et l'entente prévoit entre autres que le livre est retiré du marché, si vous voulez, et l'auteur de ce livre est avec nous ce matin, Alain Deneau. Bonjour, Monsieur Deneau. Bonjour. J'aimerais juste comprendre la nature de l'entente. Il y a eu une poursuite. Il y a même eu un jugement de la Cour supérieure qui a été rendu en disant que c'est ce qu'on appelle une poursuite bâillon. On est dans cette catégorie de poursuite en diffamation. D'abord, pourquoi il y a un règlement et pourquoi le livre est retiré? Il y aurait un mot pour résumer toute cette situation, c'est celui de disproportion. Tout devient actuellement disproportionné. Et l'heure est vraiment venue de réfléchir sur l'impact qu'a la procédure judiciaire sur nos vies de citoyens quand on n'est pas millionnaire et quand on n'est pas une multinationale. Disproportion à 3 titres. La première, c'est la disproportion des moyens. Là, on a des gens et une petite entreprise, bien qu'elle soit épaulée par un assureur, qui font face à la numéro 1 de l'or au monde. Des gens qui ont des ressources financières suffisantes pour enclencher tous les recours judiciaires qu'on peut imaginer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à la disproportion, c'est la différence de statut. Moi, par exemple, je suis une personne physique. Je me lève le matin, j'ai 24 heures dans ma journée et j'ai un quantum d'énergie limité à ma disposition. Je fais face à une personne morale. Une personne morale, c'est-à-dire une entité fictive qui a le statut de personne dans notre droit, c'est-à-dire une entreprise qui peut, elle, mandater qui elle veut dans ce dossier autant qu'elle le souhaite, et tout en faisant autre chose par ailleurs. C'est-à-dire une entité fictive, une entité qui se démultiplie selon le nombre de mandataires qu'elle se donne, et quand elle a beaucoup de moyens financiers, elle peut être partout en même temps. Elle peut être dans 4 procès en même temps, gérer des affaires, faire des représentations auprès de différents États dans le monde, faire du lobbying, ainsi de suite. Je comprends, mais vous étiez quand même assez avancé sur la notion de poursuite bâillon avec Barrick Gold. Oui, j'en arrive justement à ce troisième point, c'est de la disproportion du dossier. Là, on est dans un dossier qui s'annonce long. Des milliers de pièces ont été déposées. Des heures et des heures d'interrogatoire ont été consignées. On est face à un dossier où il y a des experts en très grand nombre, où tout s'annonce complexe. Et on pourrait dire que le jugement qui a été annoncé en notre faveur le 12 août dernier, oui. Effectivement, vous y faisiez allusion, nous octroyant une provision pour frais sans doute historiques, à savoir que effectivement les demandeurs nous accordaient 140 000 $ pour nous défendre. Il faut voir qu'en droit, cette somme-là est pas considérable, considérant que d'ici il faut se battre pendant des années en appelé de décision, ainsi de suite. Ce sont des ressources qui fondent comme neige. Je comprends, là, vous nous dites ce matin, dans le fond, on a réglé parce qu'on n'avait pas les moyens de se battre. On a réglé parce que ce dossier-là devenait disproportionné. Il nous neutralisait, nous, comme personne ou comme petite entité. Et on en était au point où on se rendait compte qu'il était stérile. Étant donné qu'on a dit ce qu'on avait à dire pendant 3 ans et demi, il devenait stérile en quelque sorte de s'enliser dans une arène judiciaire qui ne nous permet pas vraiment de nous manifester comme on le souhaite. Alors, le livre est retiré, mais vous retirez pas ce que vous avez affirmé dans ce livre. Le livre est retiré strictement et exclusivement pour mettre fin à ce litige. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre aveu. Les éditions Éco-Société ont réitéré hier que ce livre mérite d'être publié. Nous avons fait valoir encore une fois, les auteurs de Noir Canada, nos thèses, à savoir qu'il y a dans le monde actuellement, et ça c'est un fait, une documentation pléthorique qui rend compte du rôle abusif et parfois peut-être même criminel de sociétés canadiennes en Afrique et dans les pays du Sud, avec une sorte de caution tacite de notre État canadien, qui est le paradis judiciaire de l'industrie minière mondiale. Alors, vous savez que 75% des sociétés minières mondiales sont enregistrées au Canada. Et notre travail qu'on continuera à faire consiste à analyser ce qu'il en va
de la présence de sociétés minières dans des pays du Sud qui sont parfois en guerre, dont les interlocuteurs, lorsqu'on se présente comme partenaires financiers, sont des belligérants dans des conflits, quand on est dans des pays dont la réputation est ténébreuse, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie non pas seulement par rapport à des principes moraux, des principes de justice sociale, mais par rapport aux citoyens que nous sommes? Quand le livre a été publié, je vous ai reçu à l'émission et on a parlé beaucoup justement de ces liens entre des compagnies minières canadiennes avec des marchands d'armes dans un régime de corruption, des travailleurs qui ont les droits bafoués. C'était un questionnement légitime et dans le livre, vous faites référence, comme vous le dites, à un nombre assez important de documents et d'enquêtes qui ont été menés. Ce qui veut dire que, pour le public qui nous écoute ce matin, ce livre n'est plus disponible. Les gens ne pourront plus référer au travail que vous avez fait, mais en même temps, vous ne niez pas ce que vous avez écrit. Vous n'êtes pas en train de vous rétracter sur le fond, là, comme on dit. Absolument pas. Et ce que nous vivons aujourd'hui est historique. C'est rarissime que dans un pays qu'on estime être une démocratie, on en soit, je dirais, pris dans un rapport de force qui nous amène à décider dans ce contexte-là d'en finir. Cela dit, cependant, après 3 ans et demi de lutte, je vous dis, vous savez, quand vous m'avez reçu en 2008, il n'y a pas grand monde qui donnait cher de notre peau. Pendant 3 ans et demi. Il n'y a pas grand monde qui vous invitait non plus. Exactement. Je me souviens qu'on s'était dit ça, oui. Tout à fait, vous étiez une exception tout à fait remarquable. Et nous avons, pendant 3 ans et demi, à bout de bras, sous une pression considérable, fait valoir l'existence de ces documents, la pertinence de notre analyse, à savoir que le Canada est un paradis judiciaire de l'industrie mondiale dans le domaine extractif et qu'il soutient de par sa diplomatie, de par son système fiscal et financier, l'accumulation de capitaux pour les sociétés qui exploitent dans le Sud, souvent de manière controversée. Bon, on a fait valoir ça. Pendant 3 ans et demi, on a permis à ce débat-là d'éclore. Maintenant, on va travailler sur un autre registre. On va passer à autre chose. On ne va pas s'enliser dans une arène judiciaire dont on pourrait dire beaucoup. Moi, je suis surpris pour avoir côtoyé des avocats pendant quelques années et pour avoir assisté au travail de la magistrature. Je suis surpris de voir comment le droit, il me semble, en est à des années-lumière d'un point de vue méthodologique là, de ce que l'on fait en sciences sociales. C'est comme si en droit, on était dans un rapport binaire entre la preuve et l'absence de preuve. Il faut des preuves, sinon on se tait. Mais on n'arrivera à rien avec ça. Imaginons qu'aujourd'hui, la première personne qui dit qu'il faudrait une commission d'enquête, là, nous on parle du domaine minier en Afrique, mais dans le domaine de la construction et des relations avec le monde politique, comme on en parle beaucoup ces temps-ci. Imaginez que la première personne qui dirait ça se ferait attaquer en justice, parce qu'on lui dirait « Avez-vous des preuves ?» Mais non, c'est parce qu'on a des allégations, c'est parce qu'on a des soupçons fondés, c'est parce qu'on réfléchit en faisant des liens logiques qu'on en vient à demander aux autorités. Mais le message est grave en même temps, parce que ça veut dire qu'il y a vous, votre livre, mais il y a d'autres qui travaillent probablement sur des choses et qui vont peut-être mettre le pied sur le frein en se disant, si je vais plus loin, quelle est ma capacité de me défendre? Qu'est-ce que je peux dire? Et c'est ce qu'on appelle du bâillon dans une société, là, où on empêche les gens de dire ce qu'ils pensent. Notre combat a fait avancer la réflexion publique sur la question de la liberté d'expression. On a vu, dans la foulée de notre affaire, être votée à l'Assemblée nationale du Québec une loi neuve sur les procédures abusives, qui nous a en partie servi. Aujourd'hui, on comprend... Et qui n'existe qu'au Québec. Et qui n'existe qu'au Québec. Ouais. Et nos amis écologistes ont beaucoup contribué à l'élaboration de cette loi. Il y a des précédents. Maintenant, on constate une chose, c'est que il faut aller plus loin. Il faut 2 choses. Il faut que le législateur explicitement immunise tous ceux qui participent au débat public et qui avancent des choses dans la sphère publique qui ne concentrent pas leurs intérêts propres. Moi, j'ai aucun intérêt en Afrique, là. J'ai un lien de solidarité profond pour des Africains qui sont lésés du point de vue de principe lié à la justice sociale. C'est ça qui m'importe. Il n'y a pas d'intérêt propre. Alors, je me retrouve devant des entités qui défendent des intérêts propres alors que moi, je participe à un débat public du point de vue de considération scientifique, morale, éthique, politique. Donc ça, c'est un premier point. Le législateur doit défendre ceux qui participent au débat public, les citoyens, les journalistes, les chercheurs, en considérant la spécificité de leur champ. Deuxième point, c'est que on doit comprendre quel est le sens d'une allégation dans notre société.
et comprendre son statut et l'admettre. Et là, je pense qu'en droit, là, il y a un travail à faire pour qu'on quitte cette espèce de positivisme là, où il faut toujours avoir le chandelier, puis dire la preuve comme quoi on est allé. Je veux dire, moi, je suis pas Tintin, je vais pas aller au Congo, je vais pas régler les problèmes tout seul, mais il y aura un débat à faire sur ces formes méthodologiques là, qui s'imposent. Merci beaucoup, M. Deneau, d'être venu ce matin. Bonne chance. Merci. Au revoir. Alain Deneau est l'auteur du livre Noir Canada. Je rappelle donc qu'il y a une entente qui a été conclue entre Éco-Société et la minière Barrick Gold. Le livre est retiré, mais en rien, cette entente constitue une forme, si vous voulez, d'excuse, ou encore, on ne nie pas ce qui a été écrit sur le fond. Mais M. Deneau a parfaitement raison. C'est la capacité de débattre dans une société de dossiers. Et quand vous faites face à des minières, Barrick Gold en est une, mais il y en a d'autres, ça demeure extrêmement complexe pour un professeur, pour un journaliste, d'amener des éléments concrets sur la place publique.